Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, certains l'annoncent déjà ministre, voire plus en cas de victoire de François Fillon. Fabien Amias, vous recevez ce matin l'ancien patron d'AXA, Henri de Castres. Bonjour Henri de Castres. Bonjour Fabien Amias. Alors il paraît que dans la Légion, on ne doute jamais. C'est vrai ça ? Dans la Légion, on reste loyal et on remplit la mission qui vous est assignée. Je dis ça parce que vous êtes officier de réserve de Légion. Vous n'avez jamais douté, hésité ces dernières semaines à quitter François Fillon, à prendre vos distances ? Je n'ai jamais douté pour deux raisons. Parce que je connais François Fillon depuis longtemps et que je sais quelle est à la fois la profondeur de sa vision et celle de sa détermination. Et je n'ai jamais douté parce qu'il est le porteur d'une légitimité extraordinairement forte qui a été celle de la primaire de droite. Lorsque vous présidiez AXA, que vous en avez quitté la présidence il y a 1 an, avant de rejoindre François Fillon, un contrat de 200 000 € avait été passé avec sa société de conseil. Le déontologue de l'Assemblée a dit clairement qu'il n'y avait pas eu de problème, mais est-ce que vous vous êtes dit que vous pourriez embarrasser le candidat ? Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui puisse embarrasser François Fillon, comme l'a dit le déontologue de l'Assemblée, parce que ce contrat, c'était quelque chose de très simple. Nous étions en plein dans la fin de la crise financière, mais dans sa période violente, dans la crise des dettes européennes. Il était important pour moi et pour quelques autres dirigeants d'AXA de pouvoir bénéficier de ce qu'était la vision stratégique de François Fillon sur ce que pouvait être la crise européenne. Il y a eu un travail réel fourni à ce moment-là. Il y a eu un travail réel. On s'interroge sur la nature des emplois. Il y a eu un travail réel et il y a eu des conseils réels. Vous savez, quand vous gérez des centaines de milliards d'euros d'épargne, que vous ne savez pas où va aller l'Europe, où vont aller les dettes européennes, c'est important de pouvoir s'appuyer sur l'expertise et sur le savoir de personnes qui ont une expérience. Et pour être parfaitement clair, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des sujets que vous vous interdisez de traiter auprès du candidat, les sujets que vous avez eu à traiter quand vous présidiez AXA, l'assurance, la santé ? Je l'ai dit depuis le début, je veux dire, je ne me suis jamais mêlé pour des raisons évidentes de tout ce qui touchait au sujet de sécurité sociale. François Fillon présente un plan d'économie de 100 milliards d'euros sur le quinquennat. Est-ce qu'il ne prend pas le risque de casser le peu de croissance que nous avons et d'assécher l'économie avec des mesures d'une telle austérité ? Non, Fabien Amias, c'est exactement l'inverse. Si notre pays est encalminé, est aujourd'hui essoufflé, si nous avons au terme de 5 années de quinquennat de M. Hollande, dont 4 avec M. Macron aux commandes ou aux co-commandes de l'économie, c'est parce que la dépense publique dans ce pays étouffe l'initiative. 57% de la richesse produite chaque année en France est aspirée par l'État. Alors je ne suis pas partisan d'un État faible, mais un État fort, ça n'est pas un État qui absorbe l'essentiel de la richesse nationale. Nous dépensons 10 points de plus que la moyenne de nos voisins. Pour faire baisser la dépense publique, François Fillon, on le sait, et c'est l'une des mesures phares de son projet, propose la suppression de 500 000 postes dans la fonction publique. Alors sur le papier, c'est du solide, c'est volontaire, mais en réalité, c'est très flou. On ne comprend pas où concrètement souhaite-t-il tailler dans les effectifs ? Je ne crois pas que ce soit flou. Et je crois au contraire non, mais que il faut peut-être préciser et flécher les économies, ce n'est pas le cas. Ce que propose François Fillon, c'est une modernisation de la fonction publique. Il y a des endroits dans lesquels la fonction publique a besoin de plus de moyens. Il y a des endroits dans lesquels la fonction publique doit repenser ses missions, faire des choix. Il est le seul qui a le courage de le dire. Où est-ce que les effectifs peuvent être, encore une fois, abaissés ? Parce que ça, c'est pas dit. Il y a des endroits dans un certain nombre d'administrations qui rendent des services, qui effectuent des tâches administratives dans lesquelles ni l'informatisation ni la digitalisation n'ont permis de faire de gains de productivité. Il y a à l'inverse des endroits proches du terrain dans lesquels l'administration a besoin de davantage de moyens. Nous avons créé plus d'1,5 million de postes de fonctionnaires en un peu plus d'une dizaine d'années. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir fait cela. On ne peut pas dire que dans les autres pays européens, l'administration ne remplit pas ses missions. Donc il faut faire des choix, il faut moderniser, il faut faire rentrer les administrations dans le 21e siècle. Ça n'est pas quelque chose de punitif à l'égard de ces administrations. Il vaut mieux... Mais jamais une coupe de 500 000 fonctionnaires, ce qui fait à peu près 8% de la masse totale de la fonction publique, n'a été réalisée. Donc c'est qu'on peut se dire que ça pose des difficultés effectives. Monsieur Namias, il y a dans ce pays des milliers d'entreprises, grandes et petites, qui depuis plus d'une génération ont fait des efforts de productivité extraordinairement significatifs. 8% sur 5 ans, c'est 1,5% par an. Beaucoup d'entreprises françaises font des efforts qui sont très supérieurs à cela.
Et si vous regardez ce que cela permettra de faire, c'est une des clés de la relance de la croissance de notre pays qui aujourd'hui est en panne. Henri Decastres, pour être précis, la durée maximale du travail, puisque c'est sur le travail que s'appuie le projet de François Fillon, sera fixée à 48 heures, c'est-à-dire la norme européenne, c'est bien ça? On pourra travailler jusqu'à 48 heures en France par semaine. Ce qui prévaudra, ce sont les accords d'entreprise et, à défaut d'accords d'entreprise, les accords de branche. La réglementation européenne dit que le maximum est 48 heures. Ça ne veut évidemment pas dire que dans toutes les entreprises, on travaillera 48 heures. L'essentiel, ça n'est pas de se figer sur un totem. L'essentiel, c'est de comprendre que la durée du travail sera fixée dans une négociation responsable entre le chef d'entreprise et les salariés. C'est en rendant la liberté à ceux qui savent ce qui est nécessaire pour assurer la prospérité de l'entreprise et le maintien et le développement de l'emploi que nous sortirons le pays de l'ornière. Il s'agit de faire maintenant ce qui n'a pas été fait depuis de trop nombreuses années dans notre pays et qui fait que ce sont les plus faibles qui sont les victimes. Alors il faudra travailler plus, mais il faudra aussi payer plus d'impôts, si j'ai bien compris. Là aussi, je voudrais un éclaircissement de votre part. Est-ce que la TVA sera bien augmentée de 2 points si François Fillon est élu président de la République? Parce qu'il y a certains, je pose la question, parce que certains, y compris dans votre camp, je pense à Brice Hortefeux, hier, qui dit cette augmentation est en débat, on sait que François Baroin y est opposé. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'elle sera augmentée? Ce que propose François Fillon, d'abord, ça n'est pas plus d'impôts, c'est moins d'impôts. Ah bah si on augmente le TVA, puisqu'il propose, non, il y a des transferts. Et si vous me laissez quelques secondes pour vous l'expliquer, je vais vous le dire de façon simple. Il y a des allègements de charges pour les entreprises et pour les salariés. Et il y a un retour à une situation plus normale en matière de fiscalité de l'investissement. Ce que vous évoquez sur la TVA, vous oubliez de dire, Fabien Amias, que c'est la contrepartie du fait que les cotisations salariales sur le chômage et la maladie seront supprimées. C'est-à-dire que les salariés verront augmenter leur salaire net. Pourquoi augmenter la TVA et pas la CSG, comme le propose M. Macron, qui lui aussi propose d'augmenter la CSG. Oui. Et ce qui représente à peu près une valeur à peu près équivalente en termes d'augmentation fiscale, de l'ordre de 15 milliards d'euros. C'est le seul moyen de faire payer les importations, c'est-à-dire les producteurs chinois, américains, allemands, et de les faire contribuer à la compétitivité de notre pays. Ne pas taxer la consommation, c'est ouvrir la porte à un accroissement des importations. François Fillon veut alléger les charges sur la production pour rendre notre économie plus compétitive et remettre les charges qu'il aura diminuées sur la production, sur la consommation. Ça me semble faire partie des rééquilibrages nécessaires. Économie sur la santé, baisse de l'impôt sur les sociétés, fiscalité sur le capital, le taux aligné sur l'Europe à 30%, suspension du compte pénibilité. Vous vous retrouvez dans toutes ces propositions ? Bien sûr que je me retrouve dans toutes ces propositions. Je vous les cite parce que ce sont les propositions d'Emmanuel Macron. Non. Qui ressemblent furieusement à celles de François Fillon. Ah si, je vous assure, c'est dans son projet. Je reconnais là la marque de votre humour qui par moment rejoint la qualité de celui de M. Canteloup. Emmanuel Macron ne va pas au bout de ses raisonnements. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut avoir le sentiment d'une convergence. Mais quand on gratte derrière le dépliant publicitaire, on s'aperçoit que cela ne va pas au bout des raisonnements. Emmanuel Macron ne propose pas d'économie réelle. Emmanuel Macron propose une augmentation de la CSG dont je vous ai parlé tout à l'heure qui portera essentiellement sur les revenus de l'investissement et sur les retraités. Il viendra s'expliquer là-dessus. Et sur les retraités. Marine Le Pen, qui est aujourd'hui en tête dans les sondages, elle a une mesure forte, symbolique dans son projet économique, c'est la sortie de l'euro, qui semble susciter, si ce n'est l'adhésion, en tout cas qui ne semble pas effrayer ceux qui s'apprêtent ou qui se disent prêts à voter pour elle. Concrètement, qu'est-ce que la sortie de l'euro aurait comme impact pour les épargnants? Vous avez présidé une grande société d'assurance avec des assurances vie, qui est aujourd'hui le placement principal pour les Français. Aujourd'hui, on sort de l'euro. Qu'est-ce qui se passe très brièvement et concrètement? Madame Le Pen réussira, si elle fait cela, l'exploit qui consiste à ruiner à la fois les épargnants et les travailleurs. Il y a 3 programmes sur la table. Il y en a un qui est de la tisane, un qui représente un cachet de vitamines, qui est celui de François Fillon, et il y a un programme qui est un poison, qui est celui de M. Le Pen. Oui, mais je vais si prendre on sort 2 de l'euro, exemples très simples. Quelles conséquences ça a direct? Elle dit que ça n'en a aucune. Au contraire, celle de mieux protéger notre pays. La valeur de la nouvelle monnaie baissera de 20 à 30%. Un ménage français qui a un revenu moyen de 3 000 € par mois importe le quart de sa consommation. Si la nouvelle monnaie baisse de 30%, cela signifie que le coût de ces importations
augmentera de 7%. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat de 7%. Premier point. Deuxième point, sur les épargnants et sur les emprunteurs, qu'est-ce qui va se passer ? Les taux d'intérêt vont augmenter dans des proportions considérables. Parce que le nombre de ceux qui voudront prêter à une France qui n'aura pas honoré sa dette comme cela a été convenu va très fortement diminuer. Pour un ménage qui a emprunté 100 000 euros, une augmentation de 5% des taux d'intérêt, c'est 5 000 euros de charges d'intérêt de plus par an. Donc c'est ce qui se passerait si on sortait de l'euro, ce qui est donc le cœur du projet de Marine Le Pen. C'est la fin de l'Europe. Sortir de l'euro, c'est la fin de l'Europe. La fin de l'Europe, c'est le chaos, c'est-à-dire le contraire de ce que veulent nos concitoyens. Merci Henri Decastre d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. À demain matin, Fabien.